Quelle était ma voix? Le 26 août 2023. Lecture de mon journal du samedi 5 août 2023. Je n'ai pas encore vraiment retrouvé ma voix, car à peine avais-je été rendu à ma liberté que je tombais malade, comme souvent après les périodes d'efforts, courtes périodes de grands efforts, ou longues périodes de petits efforts, comme était plutôt mon travail au tribunal d'Argos, dont le plus difficile fut finalement d'avoir commerce avec d'autres humains et de devoir ainsi composer, à longueur de journée, ce personnage social qui n'est pas vraiment moi, mais qui l'est tout de même beaucoup, puisque je ne sais pas faire autrement que de montrer cette composition à tous les regards sous lesquels il m'arrive de tomber. Le côté que j'ai vu jeudi soir me dit que c'est mon corps qui décompense et tombe ainsi malade, comme il lui arrive à elle aussi régulièrement, pour les mêmes raisons. Le mal de gorge que j'avais dès mardi est allé dans la soirée de jeudi jusqu'à l'extinction de voix, qui commence donc à me revenir aujourd'hui, mais à peine. Il est vrai que j'ai fait quelques excès jeudi soir. J'ai commencé par rejoindre l'équipe du parquet au Chêne Vert, où le fils de Parthénée, le jeune Sidoine, qui vient d'avoir 18 ans, commençait son travail de serveur pour les vacances. Le pauvre garçon, mais dont l'extrême beauté me fait penser qu'il doit en avoir l'habitude, devait subir nos regards admiratifs, exactement comme s'il n'avait encore eu que 6 mois et que sa mère nous le présenta pour la première fois dans son berceau. Non seulement Parthénée le photographiait beaucoup, mais encore allait-elle jusqu'à le filmer parfois. J'ai toujours pensé que les mères étaient des folles furieuses. Le patron du Chêne Vert nourrit une véritable passion pour Otarion, le procureur. Frayer avec les notabilités locales plaît sans doute à cet homme qu'on devine aisément s'être fait tout seul et par des moyens qu'on préfère ne pas connaître. Il faut le voir quand paraît Otarion. Son visage s'illumine. C'est un homme heureux. On croirait un vieux paysan se rengorgeant des amabilités du Seigneur passé par là. Je me demande si je ne lui ressemble pas un peu, avec mon livre offert par Otarion pour mon départ. Le prestige du procureur rejaillit évidemment sur ses substituts et sur tout ce qui gravite autour, si bien que nous sommes toujours très bien reçus au Chêne Vert, et c'est tout naturellement que le jeune et beau Sidoine a été engagé pour les vacances. Je me demande si la démocratique Parthénée conviendrait qu'il y a là une espèce de faveur que le fils doit au rang de la mère. Après avoir passé environ 2 heures avec le parquet au Chêne Vert, je suis allé rejoindre ma sœur au Cosmos, tout refait à neuf depuis la dernière fois où j'y ai mis les pieds. Ce devait être il y a 5 ans, ce fameux jour où mon genou avait passé la soirée contre celui de Clément. Le serveur du Cosmos est d'une beauté apollinienne, fin comme un roseau, mais d'un visage de marbre, fait pour que les cœurs s'y fendent. C'est ce que me fait immédiatement remarquer ma sœur lorsque j'arrive. « Est-ce que tu as vu comme le serveur est beau ?» me dit-elle. Nous avons toujours des conversations d'adolescents, Junie et moi, et non seulement les conversations, mais l'intempérance. Je n'avais pas bu autant depuis un bon moment, et c'est de ces excès, je crois, combinés à ma faiblesse passagère, que me vient mon extinction de voix. Car nous avons été rejoints par Calyptre, espèce d'Alcibiade femelle et grande amie de Junie, qui nous a très vite traîné du Cosmos au Thalamus, où Junie a ses entrées, comme à peu près partout, Hipponaüs, son mari, étant le fournisseur de ces lieux. Entre les tournées des uns et des autres, je me suis littéralement saoulé sans avoir à dépenser une obole. L'étrange est que j'ai passé une bonne soirée malgré la présence de Calyptre. Car je n'ai pas dit que cette fille est précisément l'une des personnes dont je parlais lundi, que je soupçonne de pouvoir être à l'origine de la fuite qui m'a valu d'être renvoyé du collège de Néapolis.
Elle porte en effet le même nom patronymique que l'une de mes élèves d'alors, et surtout, lors de ma petite enquête, j'avais remarqué qu'elle avait disparu de ma liste d'amis sur Facebook, alors que je me rappelais très bien qu'elle y figurait encore juste avant ma mise à pied, parce que j'avais liké l'une de ses photos. Elle est d'ailleurs très liée à une autre amie de Junie, que je soupçonne également de pouvoir être à l'origine de la fuite, et qui avait elle aussi mystérieusement disparu de ma liste d'amis sur Facebook au même moment. Quand j'ai fait part de mes soupçons à Junie, bien plus tard, celle-ci m'a dit qu'elle pensait que ces deux amies pouvaient être assez légères, en effet, assez inconséquentes, assez immorales, voire assez malveillantes, pour être dignes de la suspicion qu'elles m'inspirent. Mais comme il ne s'agit que de conjectures, qu'il n'y a aucune preuve, que je me fais peut-être seulement des idées qui me pousseraient à calomnier des innocentes dans ce journal, celles-ci font toujours partie du paysage. On les fréquente encore, parce qu'elles sont de bonnes vivantes et d'exquises hypocrites. Calyptre était d'ailleurs incroyablement amical jeudi soir, se collant tout contre moi, posant sa tête sur mon épaule, me faisant de grands sourires, mettant la même chaleur dans sa voix que si elle avait quelque chose à se faire pardonner, plongeant ses yeux dans les miens comme elle aurait fait sa langue dans ma bouche si j'avais été susceptible d'être séduit par ses charmes, qui sont il est vrai très nombreux. Il est donc possible de passer de bons moments avec des gens qu'on déteste ou qu'on soupçonne d'être détestables. Et pour être tout à fait honnête, je dois dire qu'il m'est même arrivé de faire de très bonnes soirées avec Philoclès, malgré la détestation souveraine qu'il m'inspire. C'est comme si parfois mes faibles principes, auxquels j'ai toujours eu du mal à me tenir, et mes fragiles impressions, qui sont toujours très changeantes, ne tenaient pas face aux séductions plus concrètes, plus solides, d'une réalité passagère mais qui s'impose parce qu'elle a de plaisant, l'alcool aidant bien souvent à rendre agréables ces moments circonscrits dans le temps. Un Philoclès, ni même une Calyptre, que je soupçonne pourtant d'avoir pu être la cause de ma disgrâce, ne m'inspire jamais autant d'effroi que ceux qui n'en ont été que des témoins, comme mes anciens collègues professeurs ou mes anciens élèves, quand il m'arrive de tomber sur eux par hasard. Il y a là tout de même quelque chose d'étrange. Comment expliquer que la surface des choses ait plus de mauvais effets sur moi que les causes profondes? Est-ce parce que, croisant les simples témoins par hasard, je suis plus impressionné du fait de la surprise, alors qu'il n'est rien de surprenant dans le fait de rencontrer un Philoclès ou une Calyptre qui font partie du paysage dans lequel je vis, même s'ils sont un peu à l'arrière-plan, celui des amis de ma sœur? Est-ce parce que mes collègues professeurs étaient trop d'un monde auquel je ne me sentais pas appartenir, celui de l'enseignement? Est-ce parce que je n'ai connu de ces derniers que le masque le moins personnel, la surface, celui du monde professionnel, et d'une profession particulièrement dégradée, avilie et foncièrement indigne, pour reprendre l'un des mots que ma hiérarchie m'a reproché d'avoir écrit dans le texte posté sur Facebook qui a causé ma perte? Est-ce au contraire parce que je connais des amis de ma sœur plusieurs masques, dont certains sont moins déplaisants que d'autres? Serait-ce parce qu'il leur arrive, si du moins la chose est possible, de tomber tous les masques et de se montrer sans fard, sans la moindre scorie, sans plus aucune tache? J'ai du mal à le croire. Ou bien, si décidément tout n'est affaire que de masques, n'est-ce pas plutôt moi qui parfois change le mien pour emporter un qui soit plus accordé au leur? Et si cette profondeur dont je parlais tout à l'heure, et qui reste impuissante à me blesser aussi durement que la surface, n'était qu'une illusion, née de l'empilement d'une infinité de couches, toutes aussi fines que ces masques que nous portons pour nous donner nos insaisissables consistances? Parfois, lorsque je vais dans la rue, entre deux lieux et deux instants, errant dans l'un de ces moments transitoires où je pourrais finalement n'avoir aucune contenance,
je sens me monter au visage le masque hideux de ma mère, hideux pour le fils, car ma mère a été belle, et elle me semble même avoir encore une forme humaine. J'en sens les contours de l'intérieur, quelque chose comme un pincement de la bouche, un regard froid, à la fois bête et hautain. Dans La vie est ailleurs, il arrive aussi parfois à Jaromil de s'affliger de se sentir ressembler à sa mère. Je suis effrayé de voir à quel point je peux ressembler à ces deux-là, à ma mère et à Jaromil. C'est très vexant, mais au sens étymologique du terme. La vie est ailleurs est une blessure personnelle et profonde. J'ai tellement bu jeudi soir que j'ai dû laisser ma voiture où je l'avais garée. Junie et moi sommes rentrés à pied, sous la pluie, tous nos masques tombés et nos contenances entièrement vidées, titubant, bras dessus, bras dessous, comme deux parfaits ivrognes, échangeant des déclarations d'amour aussi détrempées d'alcool que nos cheveux l'étaient par la pluie. Et si c'était cela finalement, la vérité de nos êtres, balancèrent en bafouillant dans un vertige nauséeux, s'endormir comme une masse, émerger lentement, accablé par le mal de tête,